Imaginez un peu, 1950, l'aéroport de Miami. Une femme, aux vêtements simples, attend à la douane, serrant nerveusement son petit sac. Caché dedans, enroulé dans une simple chemise de nuit, un diadème de saphir de 137 carats. L'ancienne fierté de la couronne roumaine. Vous transportez quoi là-dedans? Un cadavre? Plaisante le douanier. Il n'a aucune idée qu'il va toucher les restes d'un monde totalement disparu. Cette femme, c'est la princesse Ileana. Et son histoire n'est qu'un fragment d'un mystère bien plus vaste. Pendant des siècles, ces saphirs n'étaient pas que des cailloux brillants pour les familles royales. Ils incarnaient la loyauté, la grâce divine et un pouvoir absolument inébranlable. Ces pierres d'un bleu profond brillaient sur le front des impératrices et des reines les plus puissantes. Témoins de couronnements, de dîners de gala, ils ont survécu aux guerres et aux révolutions les plus sanglantes. Mais voilà ce qui est dingue. Aujourd'hui, ces joyaux qui imposaient le respect finissent derrière une vitrine de musée. Ou alors, ils s'évaporent dans des collections privées, silencieux, oubliés. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Où sont passés tous ces saphirs légendaires? Et pourquoi ce qui reste semble porter un poids si lourd? Pour comprendre, on doit forcément commencer par les Romanov, non? C'est une histoire de luxe aveuglant, suivie d'une obscurité totale. Leurs bijoux perdus sont les symboles les plus hantés de cet empire disparu. Commençons par ce qui aurait dû être un conte de fées. Le diadème de saphir créé par le joaillier de la cour Kochli vers 1894. Un cadeau de mariage ultime. Le tsar Alexandre III et sa femme voulaient marquer le coup pour leur fils Nicolas. Célébrer son union avec la princesse Alix de Hesse avec un objet vraiment extraordinaire. Ce diadème était spectaculaire. On aurait dit un feu d'artifice figé dans le diamant et le saphir. La joie pure, sculptée dans la pierre. Le musée de l'Ermitage conserve encore les croquis originaux à l'aquarelle de cette commande. On y voit à quel point la parure complète était grandiose. Le diadème, un collier assorti et des broches étincelantes, toutes ornées de saphirs de Ceylan, montées sur un travail d'or d'une finesse incroyable. La tsarine Alexandra Féodorovna en était folle. Elle le portait tout le temps. C'était sa pièce fétiche, celle qu'on voyait sur tous ses portraits officiels durant son règne. Mais ensuite, 1917 a frappé. Quand les bolcheviks ont pris le pouvoir, ils n'ont pas juste pris le trône, ils ont tout raflé. Les bijoux impériaux ont été confisqués, catalogués comme de simples marchandises et finalement exposés comme preuve des excès de l'Ancien Régime. En 1925, 8 ans après la Révolution, ils organisent une immense expo de ces trésors volés. Des salles entières remplies de diadèmes, de colliers et de broches. Des siècles de gloire étalés là, comme les preuves d'un procès. Et là, sur une photo de l'époque, on aperçoit le diadème Kochli pour la toute dernière fois. Il est là, au milieu de dizaines d'autres pièces. Toujours magnifique, mais déjà un peu éteint. Sans son histoire, sans son âme. Juste un bel objet de plus dans une boîte. C'était sa dernière apparition publique. Après 1925, on perd sa trace. Complètement. Les archives soviétiques parlent de vente à des acheteurs étrangers. Des bijoux démontés, vendus en pièces détachées, des transactions louches avec des revendeurs anonymes. Le diadème Kochli, ce symbole d'amour et de pouvoir, s'est évaporé dans le chaos d'une révolution qui n'en avait que faire. Si l'histoire du Kochli est celle d'une disparition silencieuse, alors celle du kokochnik de la grande-duchesse Maria Pavlovna est une pure aventure. Le genre d'histoire digne d'un roman d'espionnage, sauvetage héroïque, complots internationaux et fin tragique. Maria Pavlovna. Un nom qu'on n'oublie pas. On l'appelait la grande-duchesse Vladimir. Une femme? Non, une légende. La plus grande collectionneuse de bijoux de tout l'Empire Romanov. Sa règle d'or? Quand elle voulait quelque chose, elle l'obtenait. Point final. Et son obsession absolue? Un kokochnik en saphir divin qui appartenait à sa défunte belle-mère. Mais la tiare lui file entre les doigts au profit d'une autre. Maria Pavlovna? Elle a fait ce que toute femme aux ressources illimitées ferait. Elle n'a pas boudé. Elle a simplement commandé quelque chose d'encore plus incroyable. Entrée en scène, Cartier. En 1909, Louis Cartier lui-même fait le voyage jusqu'à Saint-Pétersbourg. Sa mission? Livrer personnellement à Maria Pavlovna sa toute nouvelle merveille. Un kokochnik orné d'un saphir central colossal de 137,2 carats, entouré de saphirs cabochons plus petits. C'était magnifique, imposant, absolument impérial, une pure démonstration de puissance. Mais alors la révolution éclate, et avec elle, l'un des casses les plus audacieux de toute l'histoire de la joaillerie. Alors que les bolcheviks approchent, Maria Pavlovna s'enfuit,
laissant ses trésors cachés au cœur du palais Vladimir. Réalisant qu'elle ne reviendrait jamais, elle confie à son fils Boris et son ami Bertie Stopford une mission impossible. Infiltration totale. Ils devaient s'introduire dans le palais, retrouver les bijoux et les exfiltrer discrètement d'une Russie en pleine furie révolutionnaire. Déguisés en simples ouvriers, ils ont réussi l'impossible. Un vrai scénario de film. Cette collection inestimable est fourrée dans des sacs de voyage et quitte le pays en douce. Hollywood, vous l'avez ? Le kokochnik en saphir, Vladimir, venait de survivre à la chute d'un empire. Mais attention, survivre ne veut pas forcément dire finir heureux. Loin de là. La tiare finit chez la reine Marie de Roumanie. Elle en fait sa signature, l'apportant pour son couronnement et 1000 occasions officielles. À sa mort, le joyau revient à sa fille, la princesse Ileana. Et c'est là que le décor change. Miami, 1950. Un douanier et une chemise de nuit. La princesse Ileana finit par vendre le kokochnik à Cartier pour une broutille, une fraction de sa valeur réelle. Pourquoi ? Pour l'éducation de ses enfants, expliqua-t-elle, le cœur d'une mère avant tout. C'était splendide, mais mes enfants étaient dans le besoin. Ce bijou ne pouvait ni nous nourrir, ni nous chauffer. Cartier a repris la tiare, puis le silence total. Le destin de cette pièce extraordinaire reste un mystère absolu encore aujourd'hui. N'ont-ils démonté, vendu à un collectionneur secret ? Peut-être l'ont-ils transformé en quelque chose de totalement méconnaissable. On ne le saura probablement jamais. Le kokochnik Vladimir, rescapé des révolutions et de l'exil, s'est simplement volatilisé dans l'anonymat du commerce. La chute des Romanov a été une rupture brutale, violente, une fin de monde. Pourtant, tous les bijoux royaux n'ont pas été emportés par la tempête de la Révolution. Certains ont connu un destin plus lent, plus discret et beaucoup plus moderne. Ce destin, les salles de vente aux enchères. Au XXe et XXIe siècle, les fortunes tournent. C'est la dure loi du marché. Entre loi fiscale et pression de la vie moderne, pour certaines familles nobles, l'histoire elle-même a désormais un prix. Notre prochain récit commence aussi par un cadeau Romanov, mais avec une trajectoire bien différente. En 1898, comme cadeau de mariage, pour la mariée royale danoise, la princesse Alexandrine, le tsar Nicolas II et la tsarine Alexandra envoient cette tiare sublime. Créée par le joaillier de Saint-Pétersbourg, Bolin, ces 8 magnifiques saphirs de Ceylan était un lien concret entre deux des plus grandes cours d'Europe. Un symbole d'alliance familiale que l'histoire allait bientôt briser en 1000 morceaux. Ce qui est fascinant, c'est que la reine Alexandrine elle-même n'a jamais été photographiée portant cette tiare. Elle préférait détacher les saphirs pour les porter séparément selon ses envies du moment. Elle les utilisait comme broche ou pendentif pour ses diverses sorties royales. La classe, tout simplement. En 1933, elle a perpétué cette magnifique tradition des cadeaux personnels. Elle l'a offert à sa propre belle-fille, la princesse Caroline Mathilde, en guise de cadeau de mariage. Ce trésor s'est transmis dans la famille, une pièce précieuse portée avec fierté pendant des générations. Mais en 2018, soit près de 120 ans après sa création, l'histoire de ce joyau a pris un tournant radicalement moderne. Les 3 comtesses qui en avaient hérité, des femmes menant des vies simples et sans histoire, ont décidé de mettre la tiare en vente lors d'une vente aux enchères à Copenhague. Ce qui était un cadeau intime entre un empereur et une reine est soudainement devenu le lot numéro 7. Son passé et ses origines ont été étalés dans un catalogue pour attirer les acheteurs potentiels. Mais c'est là qu'arrive le rebondissement, à la fois magnifique et un peu triste. Après la vente, la tiare a refait surface. Et non, elle n'était pas cachée dans un coffre-fort privé. Elle a été prêtée à la collection royale danoise pour être exposée au public à Amalienborg. Alors oui, je suis ravi qu'elle soit en sécurité et visible de tous. Mais attention, il ne faut pas oublier qu'elle appartient toujours à un propriétaire privé. La famille royale a le droit d'utiliser les pièces de ses propres collections, mais ce droit ne s'applique pas aux objets qui sont seulement prêtés. Donc à moins que le propriétaire ne décide un jour de la rendre officiellement à la couronne, on ne verra jamais la reine Marie de Danemark porter ce cadeau historique des Romanov. C'est frustrant. Si proche et pourtant si loin de redevenir un bijou royal vivant. Mais si le voyage de cette tiare s'est fait en douceur, un autre a provoqué un véritable séisme national. Voici un joyau né de l'une des plus grandes histoires d'amour de l'humanité, le diadème de saphir de la reine Victoria.
C'est le prince Albert lui-même qui l'a dessiné en 1842 pour sa jeune épouse. Il a été fabriqué par Joseph Kitching pour la somme de 415 livres. Un petit cercle de saphirs et de diamants qui capture l'essence même de leur passion. On le voit sur ce portrait iconique de 1842, posé avec élégance sur sa tête. C'était un hommage romantique au style du XVIIe siècle de la reine Henriette Marie. Cela montre à quel point Albert s'impliquait pour façonner l'image royale de Victoria. Ce n'était pas une couronne d'État formelle, mais un pur bijou de sentiment. Et c'est pour ça qu'après la mort dévastatrice d'Albert en 1861, c'était l'une des rares pièces avec des pierres de couleur qu'elle a accepté de continuer à porter. Un exemple poignant, l'ouverture solennelle du Parlement en 1866. Elle portait ce petit diadème bleu posé juste au-dessus de sa coiffe de veuve blanche. Un symbole puissant, une reine en deuil qui continue d'assumer son devoir. Après le décès de Victoria en 1901, le diadème a poursuivi sa route discrètement. Il est passé entre les mains d'Édouard VII, puis de George V, mais leurs épouses ne l'ont jamais arboré. Finalement, le roi George V et la reine Marie l'ont offert à la princesse Marie en 1922. Il est resté un trésor chéri au sein de la famille Harwood pendant près d'un siècle. Mais en 2016, tout a basculé. Coup de théâtre. Son nouveau propriétaire a demandé une licence pour le sortir définitivement du Royaume-Uni. La nation était sur le point de perdre ce morceau d'histoire pour toujours. C'est à ce moment que le gouvernement britannique a tranché, le déclarant trésor national. Victoire totale. Le musée Victoria and Albert a réussi à acquérir le diadème. Je suis tellement heureuse qu'il ait été sauvé. Maintenant, tout le monde peut admirer son histoire. Mais cela signifie une chose. Ce bijou intime ne sera plus jamais porté par une reine britannique. Est-ce que ça n'aurait pas été merveilleux de voir cette épopée continuer sur la tête des futures reines? Un lien direct, vivant, qui nous ramène à Victoria et à son grand amour. Si on veut parler de la chute lente d'un trésor royal, rien ne bat l'histoire de la parure de saphir de Cambridge. Pas de coup d'éclat ici, pas de vente aux enchères brutale, juste une lente, très lente disparition. On parle d'un ensemble absolument grandiose du 19e siècle, démantelé, pièce après pièce. Et ça a duré des décennies. Tout commence avec la princesse Augusta, la duchesse de Cambridge, au tout début des années 1800. En 1843, sa fille Augusta porte le set complet pour son mariage avec le grand-duc de Mecklembourg-Strelitz. Imaginez le choc, le diadème, le devant de corsage, le collier et les broches, tout était en parfaite harmonie. Puis, la grande-duchesse Augusta s'éteint en 1916. Elle lègue alors ses précieux saphirs à sa nièce préférée, la célèbre reine Marie. Sauf que Mary, elle adorait tout transformer. Impossible pour elle de laisser les bijoux tranquilles. Elle commence à découper le collier pour en faire des broches et des boucles d'oreilles. Elle retouche le devant de corsage et rend même le diadème transformable en collier. On peut dire que c'était pratique, certes, mais c'est là que la parure a commencé à se fragmenter. Le début de la fin. En 1934, Marie offre ce set, déjà bien modifié, à la princesse Marina de Grèce pour son mariage. Pendant plus de 30 ans, Marina en fait sa véritable signature. On les voit partout. Visites d'État, couronnement, soirées de gala, la totale. C'est l'âge d'or. Sous Marina, la parure est au sommet de sa gloire. Elle est photographiée sous tous les angles, portée avec une assurance incroyable. C'est l'incarnation même du glamour royal du milieu du XXe siècle, la classe absolue. Mais en 1968, Marina s'éteint. Et la réalité financière rattrape la famille. Les actuels ducs et duchesses de Kent héritent de ces merveilles, mais voilà, l'entretien coûte une fortune. Arrivé dans les années 1980, des choix impossibles se profilent. Le grand diadème d'origine disparaît en premier. À la place, une version bouton, plus petite, bricolée avec les restes. Dans les années 1990, les pièces s'évaporent les unes après les autres. Le devant de corsage, parti. Des morceaux de collier, disparus. Pareil pour les broches. On raconte que certains morceaux ont fini chez un joaillier londonien, Moira Fine Jewelry, tandis que d'autres sont chez des collectionneurs privés. Le plus triste dans tout ça, c'est qu'on peut suivre cette chute en photo. On a le portrait d'Augusta en 1861, puis les retouches de Mary dans les années 1920, les apparitions ultra glamour de Marina dans les années 60, et puis plus rien. Le vide total. Les saphirs de Cambridge nous montrent que même les trésors les plus fous peuvent s'évaporer.
juste comme ça, par une lente érosion, une pièce après l'autre, jusqu'à ce qu'il ne reste que des souvenirs et des photos jaunies. Vous savez, les bijoux royaux ont toujours été les meilleurs diplomates du monde. Bien avant les réunions de crise dans des bureaux, les alliances se scellaient dans les salles du trône juste en fermant le fermoir d'un collier ou en posant un diadème sur une tête. Ces saphirs, ils n'appartenaient pas qu'à une seule famille. Ils ont voyagé, traversé les frontières, passant de main en main comme dot ou cadeau de mariage. C'est comme s'ils tissaient un fil bleu, une légende, à travers toutes les grandes dynasties d'Europe. Parfois, ça donnait naissance à des collections à couper le souffle. Et d'autres fois, ça rendait leur disparition finale encore plus déchirante. Direction le Portugal maintenant, on va découvrir un diadème qui hurle littéralement majesté. Voici le diadème de saphir de la reine Maria II. Créé dans les années 1840, c'est une pièce de collection absolument dingue. Il affiche fièrement le bleu et le blanc, les couleurs du Portugal de l'époque. 5 saphirs monstrueux et plus de 1400 diamants, du pur génie. Regardez ce portrait, le plus célèbre d'entre tous, exposé au palais d'Ajuda à Lisbonne. La reine la porte avec cette élégance folle du 19e siècle, comme une petite couronne délicatement posée à l'arrière de la tête. Et le plus dingue, c'était un bijou d'une polyvalence absolue. On pouvait détacher les 9 éléments principaux pour en faire des broches et transformer la base en un bandeau super sobre. C'était vraiment un bijou conçu pour être vécu, pas juste pour rester dans un coffre. Malheureusement, le destin frappe. La reine Maria II s'éteint en couche à seulement 34 ans. C'est sa fille aînée, l'infante Antonia, qui hérite de cette merveille. Et c'est ici que commence le véritable périple diplomatique de ces joyaux. Nous sommes en 1861. Antonia intègre la royauté allemande en épousant le prince Léopold de Hohenzollern. Voilà comment la tiare portugaise quitte Lisbonne pour entamer un tout nouveau chapitre de sa vie en Allemagne. Pendant plus d'un siècle, elle reste le trésor secret et précieux de la famille princière des Hohenzollern. On l'aperçoit sur la princesse Margarethe Carola de Saxe dans les années 20, puis bien plus tard, en 1967, sur la princesse Birgitta de Suède lors du mariage de la reine Margrethe II du Danemark. Un témoin silencieux qui continue de traverser la grande histoire royale. Mais en 2021, tout bascule. Changement de décor brutal. La tiare surgit soudainement dans un catalogue de chez Christie's à Genève. Après plus de 170 ans de règne dans la famille, elle est mise aux enchères. L'État portugais a bien tenté de la racheter pour ramener ce morceau d'histoire à la maison, mais les enchères ont explosé. Le marteau tombe sur un prix hallucinant, 1 770 000 francs suisses. Coup de chance, le collectionneur privé qui l'a raflé a accepté de la prêter 1 an au musée du Trésor royal à Lisbonne. Un retour aux sources aussi bref que magnifique, avant de disparaître à nouveau dans l'ombre d'un coffre-fort. Mais attendez, le plus incroyable dans cette histoire, c'est que la tiare de Maria II n'était pas le seul saphir historique caché dans la collection des Hohenzollern. Et ce n'était pas le seul bijou vendu ce jour-là. On passe au deuxième acte. La parure de saphir monumentale de Stéphanie de Beauharnais, qui n'était autre que la fille adoptive de Napoléon Bonaparte. Un ensemble complet de 9 pièces créées au tout début des années 1800, une tiare, un collier, des boucles d'oreilles, des broches, des pendentifs, une bague et un bracelet, le tout serti de 38 saphirs de Ceylan absolument divins. Selon une note retrouvée avec les bijoux, c'était un cadeau d'Hortense de Beauharnais, la fille de l'impératrice Joséphine. Comme pour la tiare portugaise, cette parure a rejoint les Hohenzollern grâce à un mariage stratégique. Joséphine, la fille de Stéphanie, est devenue princesse de Hohenzollern. Et dans la même génération, son fils, le prince Léopold, a épousé l'infante Antonia du Portugal. Boum! En un seul mariage, en 1861, ces 2 collections de saphirs légendaires sont unies. La tiare portugaise et la parure napoléonienne française vivent désormais sous le même toit. La famille les a utilisés pendant des décennies comme un seul et même set absolument spectaculaire. C'est l'exemple parfait de comment un mariage peut fusionner des lignées, mais aussi des trésors inestimables. Ils sont restés ensemble pendant plus d'1 siècle. Mais la vente Christie's de 2021 a aussi scellé le destin de la parure de Stéphanie. Les 2 ont été mises en vente exactement le même jour. Mais là où la tiare est restée entière, la parure Beauharnais a été impitoyablement démantelée. Vendue en 9 lots séparés, la tiare est partie chez un acheteur, le collier chez un autre, les boucles d'oreilles ailleurs. Cet ensemble qui avait survécu à la chute des empires et à 2 siècles d'histoire a été éparpillé en un seul après-midi. Ce que le mariage avait uni,
le marché l'a brisé pour toujours. Parfois, quitter sa famille ne mène pas à une vente aux enchères, mais au musée. Un destin différent, tout en silence. Voici l'histoire de la parure de saphir d'Orléans. Ses origines? Elle remonte encore une fois à l'impératrice Joséphine et sa fille Hortense. En 1821, Hortense vend la parure pour 160 000 francs alors qu'elle est en exil. L'acheteur? Le futur roi Louis-Philippe. Il l'offre à sa femme, la reine Marie-Amélie. C'était sa propriété personnelle, devenue l'un de ses bijoux les plus iconiques, sans aucun doute. On l'admire sur son portrait de 1836. La parure restera chez les Orléans 160 ans. Elle s'est transmise de génération en génération, comme un symbole éternel de leur rang royal. La dernière comtesse de Paris l'a portée lors des plus grands événements du XXe siècle, notamment au bal de mariage du roi Juan Carlos et de la reine Sophie d'Espagne. Mais dans les années 80, la fortune colossale de la famille finit par s'épuiser totalement. En 1985, le comte de Paris prend alors une décision extrêmement difficile. Il choisit de vendre l'intégralité de cette parure historique à un vrai crève-cœur. Mais attention, pas à n'importe qui. Il la cède directement au musée du Louvre. Aujourd'hui, elle repose dans la galerie d'Apollon, en sécurité et préservée pour l'éternité. Son origine est scellée. Elle ne sera jamais démantelée, ni jamais perdue dans la nature. Le revers de la médaille? Plus personne ne la portera. C'est un bijou éternel, mais mort. Qu'en pensez-vous? Est-ce la solution idéale, un compromis parfait entre sauvegarde et perte? Ou est-ce simplement une merveille de plus, enfermée dans le silence d'une vitrine? Ces bijoux prouvent que même s'ils survivent, leurs destins peuvent diverger de façon radicale. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont été ni vendus ni perdus, mais restent invisibles? Nous arrivons à la dernière catégorie, sans doute la plus fascinante et mystérieuse de toutes. Des bijoux qui ne sont ni perdus, ni vendus, ni détruits. Ils sont juste devenus silencieux. Ils existent toujours, cachés dans des coffres royaux, mais ont totalement disparu de la vie publique. Ce sont des fantômes sous nos yeux. Leur absence est un mystère qui pèse lourd. Certains sont des géants endormis, attendant une occasion assez grandiose pour enfin se réveiller. Et il n'y a pas de meilleur exemple que la monstrueuse tiare de saphir du Württemberg. Ce n'est pas qu'un simple bijou, c'est un véritable événement à lui tout seul. Un raz-de-marée de saphirs et de diamants, sculptés dans un design floral absolument grandiose. Elle fait partie d'une parure complète avec un collier massif, des boucles d'oreilles et une broche. En regardant les photos, on peut presque ressentir le poids écrasant de toutes ces pierres. C'est le genre de bijou qui exige un bal royal et une entrée en scène fracassante. Ses origines exactes restent un mystère, et honnêtement, c'est ce qui fait tout son charme. Héritage des Orléans ou dot d'une archiduchesse d'Autriche? On ne sait pas vraiment, mais son histoire moderne démarre avec l'archiduchesse Rosa, duchesse de Württemberg, une femme de tête. Dans les années 50 et 60, elle en a fait l'arme absolue de la famille royale. Elle portait l'ensemble complet, à couper le souffle, lors des mariages les plus prestigieux de l'époque. Comme pour le mariage du futur roi Juan Carlos et de la reine Sophie d'Espagne. Plus tard, la tiare a été transmise à sa belle-fille, l'artiste Diane d'Orléans, une princesse. Elle l'a portée pour les mariages de ses propres enfants à la fin des années 80, mais aussi au début des années 90. Une époque où le luxe n'avait aucune limite. La dernière fois qu'on a vu cette merveille dans toute sa splendeur originelle, c'était pour le bal de mariage de son fils. En 1993 précisément, il y a plus de 30 ans déjà. Alors pourquoi ce silence radio depuis tout ce temps? Est-ce trop imposant, trop lourd pour les soirées de gala beaucoup plus sobres d'aujourd'hui, à moins qu'elles ne dorment paisiblement dans un coffre-fort, attendant le prochain grand événement familial, comme le mariage? Du futur chef de la maison, elle n'est pas perdue, ni même vendue. Elle attend, tout simplement. Son heure viendra. Mais accrochez-vous, car notre ultime saga de saphir est un véritable mystère. C'est l'histoire d'un diadème porté par l'une des princesses les plus iconiques du XXe siècle et qui, sans aucune explication, a totalement disparu de la circulation. Voici le Sunray bandeau en saphir de la reine Marie. Un bijou d'une souplesse incroyable, tout en diamant, avec ce style kokochnik si rayonnant, orné d'un énorme saphir central détachable qu'on peut transformer en broche en un clin d'œil. Ses origines? Un peu troubles. Une experte, Leslie Field, suggère que c'est un autre trésor des Romanov racheté par la reine. Marie, directement à la succession de l'impératrice douairière Marie Féodorovna de Russie. C'est tout à fait possible.
Marie étant une collectionneuse de génie pour les trésors impériaux, mais zéro document officiel pour le prouver. La reine Marie le portait de temps en temps, s'amusant même parfois à remplacer le saphir par l'une de ses célèbres émeraudes. À sa mort, la piste devient palpitante. Le bandeau aurait été légué à la reine-mère, mais elle ne l'a jamais sorti en public. À la place, elle l'a prêté pendant de longues années à sa fille cadette, la princesse Margaret. Et Margaret, avec son style avant-gardiste et impeccable, l'a arboré fièrement dans les années 1950 et 60. On aperçoit avec lors d'une tournée dans les Caraïbes en 1958 et même au mariage de la princesse Astrid de Norvège en 1961. Ça lui allait à ravir, c'était élégant, moderne et d'une classe royale absolue. Et puis, plus rien. Après ses apparitions au début des années 60, le saphir Sunray bandeau s'est littéralement volatilisé. On ne l'a pas revu en public depuis plus de 60 ans. Alors il est où? C'est la grande question restée sans réponse. S'il appartenait à la reine-mère, Élisabeth II en aurait hérité en 2002. Il serait donc aujourd'hui caché dans les coffres du roi Charles. Mais si c'était à Margaret, il a pu soit retourner dans la collection royale, soit être légué à l'un de ses enfants, Lady Sarah Chatto ou le comte de Snowdon. Le fait qu'il n'ait pas figuré dans la grande vente aux enchères chez Christie's laisse penser qu'il est encore dans la famille quelque part. Mais pourquoi personne ne l'a porté depuis? Pour une pièce aussi sublime et facile à porter, ce silence de 6 décennies est totalement incompréhensible. C'est un trésor en sommeil, un secret enfoui au plus profond des coffres royaux. Quand je repense à toutes ces épopées de saphir, ce qui me frappe, c'est la fragilité des héritages les plus brillants. Couronnes, diadèmes, parures, on les croyait éternels, mais l'histoire nous a montré qu'ils peuvent s'évaporer de la scène en un instant. Certains ont été brisés par des révolutions, d'autres vendus par pure nécessité, et d'autres encore dorment dans des musées magnifiques mais silencieux. Pourtant, le silence n'est pas l'oubli. Ces saphirs portent encore le poids des histoires d'amour, des dynasties, des triomphes et des tragédies. Leur voix ne résonne peut-être plus dans les salles de bal, mais on peut encore les entendre si l'on prend le temps d'écouter. Pour moi, chaque récit est une petite fenêtre sur un monde qui n'est plus, un rappel que même la beauté pure subit les courants de l'histoire. J'aimerais vraiment savoir, laquelle de ces histoires vous a le plus touché? La romance tragique du diadème de Victoria? L'évasion épique du kokochnik Vladimir? Ou la parure Cambridge? Selon vous, vaut-il mieux garder ces bijoux sous verre pour l'éternité ou les voir vivre sur des princesses? Si ce petit voyage vous a fait vibrer, lâchez un gros pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre l'aventure. Et la cloche? Faut cliquer dessus, c'est le seul moyen de ne pas rater le prochain chapitre qui s'annonce déjà fou. Un immense merci d'être resté jusqu'au bout et d'avoir partagé ce moment avec moi. Parce qu'au final, les bijoux ont beau rester silencieux, leurs histoires, elles, crient la vérité. Et elles ne s'éteindront jamais, pas tant qu'on sera là pour les raconter.